Le délai pour le dépôt des dossiers de candidature dans le cadre de la sélection des 22 membres élus du Conseil du Fampiavanana Malagasy a expiré le 21 juillet dernier. Le nombre exact de dossiers de candidature reste encore inconnu pour l'instant. Les organes de contrôle des finances publiques ont publié un rapport accablant de la gestion des finances publiques dans le pays. La situation financière de la société d'État Jirama figure parmi les points saillants. Et enfin, une voiture piégée a explosé lundi matin, se jetant contre un bus dans un quartier chiite de Kaboul. L'attentat revendiqué par les talibans a fait au moins 35 morts, selon les autorités afghanes. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. Page politique, le délai pour le dépôt des dossiers de candidature dans le cadre de la sélection des 22 membres élus du Conseil du Fampiavanana Malagasy a expiré le 21 juillet dernier. Le nombre exact de dossiers de candidature reste encore inconnu pour l'instant. Reportage de André Arson. Concernant l'appel à candidature des 22 membres élus du Conseil du Fampiavanana Malagasy, les difficultés dans l'acheminement des dossiers d'appel à candidature au niveau des districts ont été ressenties par le comité de sélection nationale. Le délai pour le dépôt des dossiers de candidature a été reporté maintes et une fois, comme pour la publication du résultat de leurs travaux est également repoussé selon les explications. Ils ont aussi demandé une prorogation de la date de la publication des noms des membres auprès de la présidence. Et selon le dernier conseil des ministres dernier, le comité a eu cette prorogation jusqu'au 18 août prochain pour soumettre les résultats de leurs travaux à la présidence. Donc on saura les nouveaux membres du CFM vers la fin août. Parce qu'après la remise des noms des représentants de 22 régions, nombreux ont répondu à l'appel selon le comité de sélection nationale. La transparence dans ce processus de sélection a été aussi avancée. Rappelons que le président de la République doit aussi désigner les 11 membres de cet organe. Le nombre exact de dossiers de candidature qui ont été enregistrés n'a pas encore été révélé. Dans l'achèvement du processus de réconciliation nationale à Madagascar, l'opinion se demande quel est réellement le rôle de ce Conseil du Fampiavanana Malagasy. Les organes de contrôle des finances publiques ont publié un rapport accablant de la gestion des finances publiques dans le pays. La situation financière de la société d'État Jirama figure parmi les points saillants. Un reportage de Gaëtan Andjiaslav. Les organes de contrôle des finances publiques ont publié un rapport d'activité pour l'année 2015. Un rapport accablant notamment pour les acteurs budgétaires, notamment les ordonnateurs et les comptables. Des cas de détournement de deniers publics et du non-respect flagrant des principes des finances publiques ont été révélés, tout en préservant le respect du secret professionnel. Tel est le cas par exemple d'un cas de détournement de deniers publics d'un montant de 26 164 648 ariary dans une commune rurale de la région d'Itas, mise à nu par l'inspection générale de l'État. L'un des points saillants de ce rapport concerne la société d'État Jirama dans le cadre d'un projet de normalisation de la consommation de gasoil de la Jirama. L'objectif de la mission était de contrôler la consommation en carburant de chaque centre de production de la Jirama, définir la consommation journalière moyenne de chaque centrale thermique et d'identifier les éventuels vols et mettre en place un système d'éradication. Durant la mission de la Task Force, qui s'est déroulée entre le 22 et le 31 mai 2015, il a été constaté que des groupes loués mensuellement à des frais avoisinant 180 millions d'ariary sont de visu improductifs.
Les 4 loueurs de groupes électrogènes ont chacun conclu un contrat de location avec la société Jirama. Les groupes à mettre à la disposition de la Jirama y sont décrits en nombre et en puissance pour chaque bailleur. En se référant à ces contrats, 2 sur les 15 groupes prévus pour une société privée ne sont pas opérationnels. De même, pour 5 sur les 9 groupes prévus, pour la société Madagascar Utilities, de même pour 1 sur les 12 groupes prévus, pour la société Agrico, la modification des contrats de location en contrat d'achat d'énergie figure en priorité parmi les recommandations. L'on attendra la position de l'exécutif suite à la publication de ce rapport. Également dans l'actualité, à l'heure actuelle, la progression de l'affaire de Clovis Razaf-Malal, militant écologiste, se va devenir de plus en plus décevante du point de vue de la CNPE. Les charges pesant sur Clovis Razaf-Malal sont au nombre de 3, dont 2 qui lui infligeront des sanctions. Le militant écologiste écopera de 5 ans de prison avec sursis et 50 millions d'amendes à cause de charges pesant sur lui. La CNPE envisage d'effectuer un pourvoi en cassation. Fezou Rafali. Aujourd'hui, au tribunal de Thomasin, le procès concernant l'affaire de Clovis Razaf-Malal a duré plus de 6 tours d'horloge, débutant à 6 heures du matin et s'achevant vers 3 heures de l'après-midi. 3 chefs d'accusation pèsent contre Clovis Razaf-Malal, coordinateur de la coalition Maron-Seta Lampoun et membre de la CNPE, incitation à la rébellion, destruction du bureau du district et destruction de documents administratifs. Concernant la première accusation, l'incitation à la rébellion, il a obtenu une liberté provisoire, tandis que pour les 2 autres, il a écopé d'une peine de 5 ans de prison avec sursis et 50 millions d'arrières d'amende qui sera divisée avec les 9 autres accusés. Non satisfaite de la décision du tribunal, la CNPE envisage d'effectuer un pourvoi en cassation pour annuler la décision en question. Outre l'ONG Lampoun, l'Amnesty International exige toujours la libération sans condition de Clovis Razaf-Malal qui serait détenu pour des raisons politiques. Toujours dans l'actualité, la loi numéro 2017-014 relative à l'adoption se penche vers la protection de l'enfance à Madagascar. De par cette nouvelle loi, des procédures strictes sont impératives pour procéder à une adoption, que ce soit internationale ou interne. Muramanch. La loi numéro 2017-014 relative à l'adoption remplace la loi 2005-014 sur l'adoption. Des lacunes juridiques ont été constatées dans l'ancienne loi, des lacunes surtout en matière de protection des droits de l'enfant et de l'enfance à Madagascar. Cette nouvelle loi, par contre, apporte des innovations pour ce qui est de la protection des droits de l'enfant. Le principal souci était de chercher des parents pour l'enfant, des parents qui sont en mesure d'établir une filiation tout en respectant les droits de l'enfant. D'ailleurs, le passage devant l'autorité centrale d'adoption malagasy est impératif dans le cadre d'une adoption interne ou internationale. Et la mise en place d'une structure ou d'une autorité pour suivre l'adoption va être utilisée pour assurer la protection des droits de l'enfant. Il faut passer par l'autorité qui gère l'adoption. Il faut passer par là. Donc il faut attendre des mois pour voir que l'enfant et les parents qui vont l'adopter se connaissent très bien. Et c'est l'autorité qui décide que l'adoption doit être effectuée ou pas. Cette nouvelle loi abroge l'ancienne en date du 2005-014, après avoir été votée par les 2 chambres du Parlement à la fin du mois de juin. Cette nouvelle loi est aussi validée par la Haute Cour constitutionnelle dans sa décision portant le numéro 18 en date du 21 juillet 2017. Et puis, dans le reste de l'actualité, première journée des épreuves du baccalauréat 2017, le calme a régné particulièrement dans le centre d'examen LMA dans la matinée. Les candidats ont également affiché leur optimisme et espèrent un meilleur résultat au final. Vous retrouverez les détails dans ce reportage de Stéphanie Valéria. Une première journée relativement calme pour les candidats au nombre de 2925 au centre d'examen LMA. 75 candidats inscrits dans les 4 séries en tout n'ont pas répondu à l'appel dans la matinée, selon les responsables.
Pour les candidats présents, les sujets traités dans chaque épreuve ont coïncidé avec leur révision. Les parents étaient également présents pour soutenir leurs enfants dans cette expérience. Le meilleur résultat au final est leur objectif commun. Des mesures ont été prises pour les candidats malades et pour ceux qui ont oublié leur convocation. Une unique vérification des pièces d'identité a suffi pour tout remettre en ordre. Il est prévu pour les candidats les convocations. Il y a ceux qui ont oublié leur convocation. Ils ont quand même pu faire l'examen à temps. Nous vérifions leurs fiches et demain, ils doivent apporter leurs pièces justificatives. Par ailleurs, il y a aussi des candidats qui sont tombés malades. Mais nous les avons placés au fond pour qu'ils puissent se lever au cas où ils se sentiraient mal. Ce sont les incidents survenus pour l'instant. Les mesures de sécurité ont été renforcées pour un début d'examen du baccalauréat. Le but est d'éviter les tentatives de fraude, de manière que les candidats soient concentrés en passant ce dernier examen officiel. L'examen oral pour l'épreuve d'éducation physique et sportive se déroulera à partir du 28 juillet prochain. À titre de rappel, le Benjamin est âgé de 12 ans. Quant à l'aîné, il est de 74 ans. Le résultat de ce dernier examen officiel est prévu sortir d'ici un mois pour la capitale et ses périphéries. Et puis l'actualité internationale, une voiture piégée a explosé lundi matin, se jetant contre un bus dans un quartier chiite de Kaboul. L'attentat revendiqué par les talibans a fait au moins 35 morts selon les autorités afghanes. Reportage de France 24. Les débris fument encore. Ici, en plein Kaboul, l'explosion d'une voiture piégée a fait de nombreux morts et blessés. La cible, la communauté chiite Hazara, touchée par un attentat du groupe État islamique il y a un an. J'étais dans mon magasin quand soudainement j'ai entendu un son terrible. Et après, toutes mes vitrines ont été brisées. L'explosion a eu lieu ce lundi au petit matin dans un quartier à majorité chiite de la capitale. La voiture piégée a foncé contre un bus selon le ministère de l'Intérieur afghan. Les victimes sont pour la plupart des employés gouvernementaux, des civils et des gardes de sécurité de l'un des principaux leaders de la communauté Hazara. Et déjà sur Twitter, les talibans ont revendiqué l'attaque. Très vite, par tous les moyens, les blessés ont été évacués. Avec l'aide de mes amis et d'autres personnes, nous avons évacué environ 60 blessés d'ici. Je n'en sais pas plus, mais nous avons même vu des éclats d'obus dans le secteur. Les Hazara devaient commémorer ce lundi la mémoire des victimes du premier attentat de l'organisation sunnite État islamique de l'an dernier. En Afghanistan, cette minorité reste encore aujourd'hui la cible d'attaques et de discrimination. Et enfin, le président polonais a opposé son veto lundi à 2 des 3 projets de loi réformant le système judiciaire. La réforme a été critiquée par l'Union européenne et a mobilisé des milliers de manifestants tout le week-end. Les détails dans ce reportage de France 24. Contre toute attente, le président polonais fait finalement marche arrière. Dans une allocution à la télévision, Andrzej Duda a annoncé qu'il allait opposer son double veto aux lois controversées sur la Cour suprême et sur le Conseil national de la magistrature. Je veux une réforme intelligente. C'est ma décision et ma responsabilité en tant que président. Et je sens au fond de moi que cette réforme ne renforcera pas le sentiment de sécurité et de justice en Pologne. Andrzej Duda a-t-il cédé face à la pression de la rue? Depuis 3 semaines, les Polonais sont vent debout contre le projet de réforme de la justice. Selon eux, ces 3 lois accroissent le contrôle du pouvoir exécutif sur le système judiciaire, en autorisant notamment le Parlement à nommer et à révoquer les juges de la Cour suprême. Ce week-end, ils se sont rassemblés devant le palais présidentiel et le Parlement. Nous ne pouvons pas leur permettre de nous gouverner de cette façon. Et si les autorités continuent sur leur lancée, elles doivent être convaincues que nous n'abandonnerons pas notre combat, que nous exigerons nos droits, notre liberté et notre dignité. La décision du président polonais a été saluée par l'opposition. Mais au sein de son propre parti, le Parti conservateur au pouvoir Droit et Justice, elle est perçue comme un acte d'indépendance vis-à-vis du chef de file Jarosław Kaczyński, considéré comme le véritable maître de la politique polonaise. Bruxelles, mais aussi la pression sur Varsovie. Mercredi dernier, la Commission européenne a menacé la Pologne de sanctions si elle ne mettait pas son projet en suspens.
On termine avec un bref rappel des titres. Le délai pour le dépôt des dossiers de candidature dans le cadre de la sélection des 22 membres élus du Conseil du Fampiavan Malagasy a expiré le 21 juillet dernier. Le nombre exact de dossiers de candidature reste encore inconnu pour l'instant. Et puis les organes des contrôles des finances publiques ont publié un rapport accablant de la gestion des finances publiques dans le pays. La situation financière de la société d'État d'Irama figure parmi les points saillants. Et puis enfin, une voiture piégée a explosé lundi matin, se jetant contre un bus dans un quartier chiite de Kaboul. L'attentat revendiqué par les talibans a fait au moins 35 morts selon les autorités afghanes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.